L'échiquier international, soyez les bienvenus. À la veille de ce week-end, la ville d'Atlanta en Géorgie s'est accaparée l'attention mondiale. C'est dans un pénitencier de Fulton où un cliché réalisé fera date sans aucun doute. On nomme ça un mugshot, c'est-à-dire une photo d'identité judiciaire faisant partie des procédures habituelles d'admission des accusés. Un cliché procédural où l'on voit un Donald Trump regarder la caméra, les sourcils froncés, arborant un air sévère. Et c'est une première, un ancien président américain se livrant aux autorités. On lui reproche des agissements lors de la dernière présidentielle de 2020. La veille, 8 candidats à l'investiture de son parti débattaient à Milwaukee dans le Wisconsin. Insécurité, inflation, l'image des États-Unis à l'étranger et surtout leur positionnement par rapport à Donald Trump. Ce dernier a préféré snober le débat dû à une avance considérable dans les sondages pour incarner la voix des républicains lors des futures présidentielles. On en parle tout de suite. Mais au-delà, doit-on parler d'un phénomène Donald Trump, personnalité incontournable, que cela soit chez les démocrates ou chez les républicains, on se positionne toujours par rapport à lui. L'homme intrigue, passionne et déchaîne les haines aussi. Il aurait un problème avec les femmes, il est malhonnête, il a le défaut d'être riche, il est vulgaire, il est proche du Kremlin, dit-on. Or, l'ancien président est soutenu par une partie non négligeable des Américains. La haine anti-Trump est unanime. Trump est-il un accident de l'histoire américaine, comme nous l'expliquent certains démocrates, un type tombé du ciel et qui arrive pourtant à la Maison-Blanche, ou est plutôt le syndrome d'une Amérique qui se questionne en profondeur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec tout d'abord Pierre-Yves Rougeron, historien des idées, président du Cercle Aristote, auteur aussi. Merci d'être des nôtres. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir. Bonsoir. Pour cette table virtuelle, on sera rejoint de New York du journaliste et reporter Jonathan Alperi. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jonathan, commençons par vous, vous qui êtes à New York. Trump inculpé, on l'a dit, lui et d'autres figures de son cercle ont été inculpés, comme l'avocat Rudy Giuliani. On pressent déjà l'ambiance des futurs débats de la campagne présidentielle. Oui, en effet, donc le but du Parti démocrate et des gens qui le représentent est en effet de se débarrasser de lui. Ils ont en effet très peur de Trump. Trump, comme vous le disiez un peu tout à l'heure, est-il un accident de l'histoire? Peut-être, on verra, on jugera ça avec le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas partie du sérail habituel de Washington. Et en effet, ce qui fait vraiment peur à l'establishment, comme ils disent à Washington, d'ailleurs que ce soit du Parti républicain ou du Parti démocrate, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont souvent des néoconservateurs. Et ce qu'on reproche énormément à Trump, c'est d'être pas vraiment néoconservateur. D'ailleurs, on l'a vu dans sa politique par rapport à la Russie, un apaisement plutôt, et essayer d'arranger les choses. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conflit pendant ces 4 ans, ce qui n'arrive absolument jamais quand il y a un nouveau président. Donc, il ne fait pas partie du sérail, et ça déplaît à beaucoup de gens. Et surtout, ils ont très peur de lui, en partie parce qu'il y a à peu près 40% de la population américaine qui l'adule, qui votent pour lui, qui voteront pour lui de toute manière, qui est accusation ou pas accusation, qui est corruption ou pas de corruption, ça ne changera rien. Et ils ont très peur de ça. Pierre-Yves Rougeron, dépassons les événements médiatiques actuels et remontons au débat lors de la dernière présidentielle. Trump a mobilisé 74 millions d'électeurs, c'est un record pour un président sortant, une popularité à faire pâlir les dirigeants occidentaux d'ailleurs, et même actuellement il survole les sondages pour la présidentielle, pour le camp républicain. Alors le mot phénomène renvoie à des faits naturels complexes qui requièrent une étude approfondie. Peut-on parler du phénomène Trump ? Alors, totalement, il faut remettre Donald Trump dans l'histoire profonde de la politique américaine. Donald Trump, il ne faut pas oublier, est un ancien soutien du Parti démocrate à une époque. D'ailleurs, il a hésité entre laquelle des deux écuries pour laquelle il allait concourir. Il faut savoir qu'il caressait le fait d'être président des États-Unis depuis un long moment. Or, Donald Trump a rencontré une tendance profonde du peuple américain que certains qualifient de populisme sudiste, également de néo-protectionnisme
parce qu'il y a une désindustrialisation terrible qui a frappé une partie des États-Unis et contre laquelle Donald Trump s'est dressé. C'est aussi ça, Make America Great Again. Il a été l'un des premiers à parler de certains phénomènes qui touchent les États-Unis. Je pense particulièrement au scandale des opioïdes, où plusieurs centaines de milliers d'Américains sont morts, et là sont morts d'un ennemi intérieur que lui a nommé, qui était la crise de santé publique. Donc il a retourné toutes les vaches sacrées de l'establishment. Ce faisant, il a incarné la voix d'une Amérique qui se sent méprisée par son élite depuis plusieurs décennies. Et, chose unique de l'histoire électorale américaine récente, il a fait sortir plusieurs millions d'Américains de l'abstention, et ce faisant, il est devenu l'homme à abattre. Jonathan Alperi, on se rappelle aussi du litige électoral de la dernière élection présidentielle américaine avec cette gabegie au Capitole où l'on a accusé Trump d'en être l'instigateur. On se souvient des contestations électorales à tous les niveaux. La chaîne CNN pro-démocrate avait crié à l'avance à la victoire de Biden avant la fin de la procédure du comptage des voix. Des États américains avaient fermé avant l'heure. Des rumeurs ont parlé de faire voter des morts. Si cela s'était passé en Russie ou dans un pays africain, on aurait fait des tombereaux de critiques. Mais surtout, on a bien aperçu ce que disait Pierre-Yves Rougeron à l'instant, que l'Amérique est scindée en deux. C'est-à-dire, on a deux camps qui s'observent nerveusement. Ça nous renvoie peut-être à des relents de la guerre de sécession. Est-ce que vous l'observez, vous, qui parcourez le pays ? Oui, tout à fait. Donc, les plaies qui datent des années 1861-65, de la grande guerre, de ce qu'on appelle en France la guerre de sécession, ne se sont jamais entièrement refermées. Et en partie parce que on estime, par exemple, que les jeunes hommes de 18 à 30 ans, à peu près 20% d'entre eux sont morts pendant cette grande guerre. Donc je crois qu'il y a à peu près 600 000 morts au total, 300 000 des deux côtés à peu près. Et ça, les gens du Sud conservateurs ne l'ont jamais oublié. Et ne l'oublieront jamais. Ça fait partie de leur histoire, ça fait partie c'est dans leur sang, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les quelques dernières années, les gens du Nord, comme ils disent, les gens riches du Nord des grandes villes urbaines ont commencé à déboulonner toutes les statues. D'ailleurs, ils ont fait ça en Europe aussi, très intelligemment. Donc le problème, il est très profond, et cette plaie est en train de se réouvrir. Alors, on accuse Trump de réouvrir la plaie. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. La plaie était déjà là, et en effet, comme dit Pierre-Yves très justement, il a donné parole à peu près 40% des électorats américains, qui est très conservateur, mais il ne faut jamais oublier, très lourdement armé. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là détiennent plus de 90% des armes de guerre des États-Unis. Aux États-Unis, on estime qu'il y a à peu près 400 millions d'armes légales aux États-Unis, donc ça va du pistolet à l'arme lourde, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est en grande partie tenu par ces votes Trump. Et c'est ça qui fait peur aussi aux démocrates, parce qu'il y a des soupçons de guerre civile, bien entendu. La scission, elle est déjà là, elle est là au niveau légal. Les gens partent de Californie pour aller en Floride ou au Texas parce que c'est moins cher et que ces États sont mieux gérés. Et quand il s'agit d'argent, les Américains, comme tout le monde, sont des gens plutôt pratiques et ne veulent pas payer des impôts absolument ridicules pour plein de causes LGBT ou toutes ces imbécilités qu'on a en ce moment. Donc les gens partent. Donc il y a une scission économique et une scission morale. On l'a vu avec l'avortement, bien entendu. Donc si tu es contre l'avortement, tu vas dans un État comme l'Alabama. Donc le pays est déjà complètement coupé en deux. Et en effet, la dernière étape sera peut-être la guerre civile, et ça, le temps nous le dira. Pierre-Yves Rougeron, le phénomène Trump ne s'ancre pas seulement dans l'expression d'une colère sociologique américaine, d'une population qu'on aurait sacrifiée sur l'autel de la mondialisation, mais même au sein de l'élite politique conservatrice. Trump, en tant que phénomène, est un renouveau d'un logiciel néoconservateur qui voulait se faire entendre, c'est-à-dire des néoconservateurs qui observaient peut-être les dérives de l'Amérique en matière stratégique et économique, et dont Trump serait peut-être soit le syndrome, soit la réponse. Alors, si vous me permettez, mon cher, soyons précis dans les termes. Les néoconservateurs sont un camp extrêmement précis qui vient du Parti démocrate, qui vient de la gauche du Parti démocrate, qui a migré dans le camp républicain. C'est particulièrement bien résumé par le grand auteur paléoconservateur Paul Gottfried, qui est le créateur, par exemple, du terme alt-right, qui est d'ailleurs un des Trumpistes, lui, au troisième cercle, pas un Trumpiste proche. En réalité,
Trump est dans le parti conservateur la réponse d'une partie du populisme américain, populisme pris au sens neutre, au sens de conscience populaire affirmée, justement aux errements de la politique néoconservatrice, c'est-à-dire que nous ne dépenserons plus des milliards et nous n'enverrons plus nos fils mourir à Pétaouchnok pour que vous puissiez faire des affaires pour des guerres qui ne nous concernent pas. Il ne faut pas oublier que la première promesse de Donald Trump, outre la prospérité, c'était la paix, et que c'est cette Amérique du centre qui donne l'infanterie américaine, qui donne les soldats de première ligne, qui a voté en masse pour lui parce qu'elle en avait marre de voir ses fils revenir dans des sacs à viande froide, et que cette Amérique-là, qui aujourd'hui souffre des conséquences de la guerre d'Ukraine, reprend le chemin du Trumpiste parce que Trump, et Jonathan l'a très bien dit, n'a pas fait de guerre pendant l'ensemble de son mandat, ce qui fait de lui une véritable exception de l'histoire américaine sur la longue durée. Jonathan Alperi, vous êtes américain. L'Amérique, au cours de son histoire, était en guerre les 9/10 de son temps, mais avec cette fameuse tradition wilsonienne, c'est-à-dire ce mélange de militaristes à tout crin et en imposant aussi un libéralisme forcené avec les armes à des peuples moins développés technologiquement. C'est à peu près l'histoire du XXe siècle de l'Amérique, et c'est ce qu'ils ont fait aussi en Amérique latine, par exemple, et parfois au siècle suivant, à l'endroit de certains pays du Moyen-Orient. Mais Trump, on sent qu'il est un peu en dehors de ça, en dépit d'assassinats ciblés, comme celui du général iranien Qassem Soleimani, peut-être une guerre, une escalade de la guerre au Yémen. Il tranche au-delà de la juridiction internationale au mépris du droit du peuple sahraoui. Mais c'est vrai, Trump n'a déclenché aucune guerre, malgré la pression de son parti et même des membres de sa propre administration. Mais peut-être qu'il a le défaut de négocier des dossiers internationaux avec la fibre du capitaliste ou du marchand. Il faut pas oublier que Trump est quand même quelqu'un, quand on regarde son passé, qui il est vraiment, c'est quelqu'un qui négocie. Donc c'est quelqu'un qui peut négocier avec n'importe qui, avec n'importe quoi, pour essayer de trouver un entendement. Donc je pense que ça c'est fondamental pour comprendre qui il est. Si on le pousse trop loin, c'est clair que les Iraniens ont goûté sa colère et il a tué ce fameux grand général iranien. Et je parle grand au sens historique, bien entendu. Donc il est capable de ça. Il est capable aussi de faire peur à pas mal de gens. Donc les gens, ils essayent, surtout les États-nations, pour être plus précis, essayent de pas trop le titiller pour pas qu'il y ait de conséquences. Mais ce qui est sûr avec lui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de plutôt pratique, en particulier par rapport à sa relation avec l'argent. C'est quelqu'un qui estime que l'Amérique est en train de dépenser de telles sommes d'argent pour sa défense. Je crois qu'ils viennent d'ailleurs ça dépasse les 840 milliards de dollars maintenant annuels. C'est du jamais vu. Donc, comme tout empire, il y a souvent des connexions historiques entre certains déclins d'empires. Ce sont des empires qui dépensent tellement qu'ils finiront par aussi s'effondrer par ça. L'Amérique, si elle continue dans cette direction-là, s'effondrera de l'intérieur d'abord, je pense. Donc, Trump, lui, veut arrêter un peu ce complexe militaro-industriel pour que les gens se calment un peu. D'ailleurs, on voit, et là, il a entièrement raison, ce qui est en train de se passer en Ukraine. On estime qu'il y a à peu près 160 000 soldats ukrainiens qui sont morts déjà en plus d'1 an et demi. Tout ça pour qu'un certain nombre de personnes fassent de l'argent dessus, c'est absolument infâme. Et là-dessus, il a raison, et que ce sont souvent les gens qui de guerre qui sont les derniers à y aller ou à envoyer leurs enfants faire la guerre là-bas, mais autant quand c'est les autres, c'est pas un souci. Donc là-dessus, je pense que beaucoup de gens qui sont contre Trump et qui estiment qu'il est vulgaire, tout ça, je rappellerai qu'il représente aussi un peu son pays dans ce sens-là, et que s'il avait été réélu une seconde fois, je ne pense pas qu'il y aurait eu une invasion russe en 2022. Pierre-Yves, on pourrait peut-être dire, je ne sais pas, que Trump est un anti-impérialiste, mais pas peut-être dans le sens gauchiste du terme. Selon le spécialiste Paul Goldfried, que vous connaissez bien, que vous éditez d'ailleurs, il dit que Trump s'est efforcé de démanteler l'empire américain de peur que celui-ci emporte la nation américaine. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il parle précisément ? Ce faisant, et Paul est bien placé pour le savoir, vu que Paul a été un conseiller de Pat Buchanan, et avant, il a débuté dans l'administration Nixon. Et en réalité,
Donald Trump est dans une lignée très proche de celle de Richard Nixon, c'est-à-dire l'Amérique, qui est une grande nation, indiscutablement, est en train d'être détruite par le sentiment impérialiste d'une partie de son élite, sentiment impérialiste qui est d'ailleurs parfois couplé à des intérêts très matériels, comme nous l'a montré l'affaire Hunter Biden en Ukraine. Or, ce qui explique Paul et ce qui est Paul Gottfried et ce qui est, à mon avis, au cœur de la pensée de Donald Trump, c'est que l'Amérique est une grande nation et est la première des nations. Ça, je pense que Donald Trump ne veut pas que l'exceptionnalisme américain se termine. Il a compris, parce que c'est profondément un négociateur, que l'Amérique ne pouvait plus dicter sa conduite à un certain nombre de pays, qu'il fallait donc les prendre comme des adversaires ou des partenaires, mais en tout cas des gens qui ont des intérêts et que ces intérêts ne sont peut-être pas tous acceptables, mais sont tous respectables. Et ce faisant, il faut donc négocier avec eux. Et ça, c'est une véritable révolution dans l'Amérique post-45. C'est depuis au minimum Franklin Delano Roosevelt, mais à mon avis depuis bien avant. Et il est vrai que c'est le grand choix de l'Amérique aujourd'hui. Est-ce que l'Amérique va s'attacher au monde de 45 qu'elle a créé de ses mains et qui lui garantissait un pouvoir sans partage, alors que ce pouvoir, elle ne l'a plus dans les faits? Est-ce qu'elle va s'arnacher à cet empire qui peut la détruire, qui peut la couler, qui peut faire que les Américains puissent régler ça arme à la main entre eux d'ici une dizaine d'années? Croyez bien que je ne le souhaite pas, mais ce n'est pas une hypothèse nulle. Et soit l'Amérique peut redevenir une nation avec le potentiel énorme du peuple américain et de la puissance américaine. C'est le pari de Donald Trump, mais c'est ce qui semble être la cause profonde de la haine irrationnelle qu'il éveille dans certains milieux. Jonathan Alperi, lors de la dernière campagne présidentielle, les débats, si on pouvait les résumer simplement, se fixaient entre les mondialistes, ou ceux qui sont les porteurs ou les défenseurs de la mondialisation, et ceux qui sont ancrés au sol, c'est-à-dire le peuple, un peu le peuple oublié, les victimes de la désindustrialisation. Est-ce qu'on connaît d'emblée les enjeux de la future campagne présidentielle en termes de débat ? Oui, je pense que même si ça s'est pas exprimé de manière explicite par les candidats, c'est sûr que cette division dont vous faites allusion est en effet un des grands sujets pour cette campagne de 2023 qui s'annonce déjà très compliquée, en partie parce que pour des histoires de corruption des deux côtés, bien entendu. Je pense aussi que la population américaine, donc ces 40% dont je faisais référence tout à l'heure, qui voteront pour lui de toute manière, quoi qu'il en soit, eux ont une vision de l'Amérique qui est évidemment plus traditionnelle, et comme l'a dit Pierre-Yves, mais très juste, c'est eux qu'on envoie au carton, ceux qui reviennent sans jambes ou entre quatre planches, c'est eux, c'est pas le hipster de Brooklyn qui va les guerroyer dans les guerres impériales. Donc ces gens-là, en effet, en ont marre. Donc je pense que la division maintenant est là. Je pense qu'évidemment, il y a la question de la frontière avec le Mexique, les cartels mexicains, enfin, tout est en train d'être déballé. Et je pense que le Parti démocrate maintenant est en train de absolument tout faire pour se débarrasser de Trump. Mais évidemment, c'est en train de faire le contraire. D'ailleurs, on voit de manière assez ironique, le nombre de gens qui votent pour lui n'a jamais été autant. Donc, je pense que tout ça va leur revenir à la face comme un boomerang et on va voir ce qui peut se passer. Moi, je pense qu'à titre personnel, je pense qu'il est très sécurisé. Il a beaucoup de garde du corps parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les services secrets américains. C'est probablement pas la première fois. Donc, je pense que Trump est quelqu'un qui maintenant, pour des raisons personnelles aussi de revanche, parce que c'est un peu, faut pas oublier, c'est un New-Yorkais, donc il a ce côté un peu revanchard. Je pense aussi qu'il a peur pour son pays. D'ailleurs, quand on entend ce qu'il disait dans les années 80 déjà, il parlait beaucoup de ces choses-là, donc c'est pas anodin. Donc on va voir ce qui va se passer en 2024, mais en tout cas, ça risque d'être très compliqué. Qu'une personne gagne ou l'autre, ce qui est sûr, c'est que l'autre parti n'acceptera pas sa défaite. Et maintenant, on est arrivé dans une espèce de tourbillon institutionnel où les institutions ne sont plus respectées et que les institutions ne valent que par les gens qui les représentent. Donc je pense que l'Amérique est en train de vivre une crise absolument fondamentale.
Pierre-Yves Rougeron, il y a une espèce de maladie qui traverse l'Occident, c'est la crise de l'autorité. On ne fait plus confiance à l'autorité ou aux représentations d'un ordre. Quand on voit Trump, bon, il est connu pour casser les codes, mais là, par exemple, avec la dernière décision de justice, il dit que c'est une supercherie. À l'époque, il y a un certain James Comey, le responsable du FBI, qui avait écrit un livre en disant que Trump avait des liens avec la Russie, et on disait que Trump ne pourrait pas s'en sortir parce qu'il avait la puissance du FBI contre lui. Trump avait dit que c'était Pardon ? Et ça a fait pchit. Oui, ça n'a pas abouti, mais on sent que c'est un type qui s'inscrit dans cette défiance face à l'autorité, ou en tout cas face aux représentations de l'ordre ou de l'ancien ordre. Il parle souvent, il a une expression qui vient, c'est l'État profond américain. Est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que cet État profond américain ? Alors, le terme État profond, il le prend un certain nombre d'auteurs, d'ailleurs pour certains proches du Parti démocrate, je pense à Peter Dale Scott particulièrement, qui lui-même l'emprunte à la science politique turque. En réalité, l'État profond, c'était l'arrière-État que Mustafa Kemal avait laissé derrière lui pour éviter que la Turquie retombe dans l'islamisme. Et donc, c'est-à-dire des institutions qui sont derrière la Constitution et que vous ne voyez pas, et qui agissent théoriquement pour le bien public, mais qui en réalité agissent pour leur bien à elles. C'est ce sens-là que Trump a repris et pour lui, il y a un État profond qui n'est pas kémaliste comme dans le cas turc, mais qui date de la guerre froide, qui refuse de mourir et qui refuse de restituer la démocratie au peuple américain. Et dans l'esprit de Donald Trump et de ses partisans, c'est cet État profond qui, entre autres, est l'équivalent d'un lobby impérial qui fait et défait les guerres dans laquelle l'Amérique profonde se ruine et perd ses fils. En tout cas, c'est comme ça que les hommes de Donald Trump le prennent. Et malheureusement, il faut quand même le dire, des gens comme Anthony Blinken, par exemple, il suffit de les voir agir pour que vous donniez un minimum de crédibilité à cette thèse. Je vais vous donner un exemple simple. Tout le monde sait, et toutes les études d'opinion le prouvent, et que le peuple américain ne veut pas s'engager en Ukraine. Et à un moment, on se demande sur quelle base de légitimité Joe Biden et son administration augmentent la pression vis-à-vis d'un théâtre d'opération où c'est militairement plié et où l'Ukraine a perdu cette guerre, et s'acharner à lui faire la guerre, c'est tuer des Ukrainiens pour rien. Et on se demande, vu qu'il n'y a pas de soutien populaire à cette guerre aux États-Unis, sur quelle base Joe Biden agit. Et là, pour le coup, ça ne fait que donner du grain à moudre aux partisans de Donald Trump, parce que si les institutions jeffersoniennes, donc les institutions de la Constitution des États-Unis, ne marchent plus, comme elles ne semblent plus marcher, c'est bien qu'il y a des institutions derrière, d'où le terme d'État profond, terme qu'à titre personnel je ne reprends pas en tant qu'analyste, mais je comprends tout à fait, dans l'état de défiance dans lequel vit l'Amérique, que ce terme fasse florès chez les partisans de Donald Trump, et malheureusement ils ont un ou deux arguments à faire valoir. Jonathan Alperi, il nous reste moins d'une minute. Est-ce que Trump a des chances de revenir à la Maison-Blanche ? D'un point de vue électoral, oui, évidemment, il s'est évidemment, par rapport au Parti républicain, il est de très loin le numéro 1, les autres sont très loin derrière. Le gouverneur de Floride, DeSantis, est à peine à 18%, je crois. Enfin, il est très très loin derrière, les autres d'ailleurs comptent pas. Même s'il y en a 2-3 qui sont sympathiques, mais bon, ils sont pas présidentiels, il faut arrêter là. Donc je pense que oui, il a évidemment ses chances. Est-ce que l'État profond essaiera de l'arrêter avant ça? L'histoire en jura décidera pour nous. Donc je pense que comme je disais tout à l'heure, dans les deux cas, personne n'acceptera la défaite, la victoire de l'autre. Et donc le système d'institutions américaines démocratiques, à mon avis, est au point mort. Voilà, ça sera le mot de la fin. Jonathan Alperi, Pierre-Yves Rougeron, merci d'avoir été au rendez-vous pour l'échiquier international et merci pour tous vos éclaircissements. Le numéro du jour arrive à sa fin. Merci d'avoir été des nôtres, vous téléspectateurs, et je vous dis à demain.